Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, l'expansion géographique de la Principauté au cœur d'une nouvelle exposition. Conquête pacifique, les extensions en mer à Monaco vient tout juste d'ouvrir ses portes. Visite guidée à découvrir dans quelques instants, puis nous en parlerons plus longuement avec le commissaire de l'exposition, Björn Dahlström. Nous reviendrons sur l'histoire de la rencontre inattendue entre l'artiste et activiste australien Alec Tipoti et le prince Albert II, rencontre qui est au cœur d'un documentaire qui vient d'être projeté à Saint-Tropez. Le digital à l'honneur aux assises de la cybersécurité, les experts du secteur sont réunis jusqu'à samedi au Grimaldi Forum. Et puis du basket, avec le match fou de la Roca Team face au Real Madrid en Euroleague, une défaite qui nous aura tenus en haleine, résumé à suivre dans ce journal. Mais avant cela, je vous le disais en titre, les grands projets d'extension en mer du XXe et du XXIe siècle sont à l'honneur dans une exposition présentée à la salle du quai Antoine Ier. Avant de recevoir le commissaire de cette exposition, Björn Dahlström, Alexandra Pani s'est intéressée pour vous à la genèse de ce projet. Conquête pacifique, vaste programme amorcé il y a plus d'un siècle. Si l'on vous posait la question, sauriez-vous lister les différentes extensions réalisées sur la mer qui ont permis d'étendre le territoire monégasque depuis le début du XXe siècle? C'est bien l'ambition de cette exposition du quai Antoine Ier, un projet qui a nécessité plus de 2 ans de travail et qui est né suite au dépôt d'un fonds privé rassemblant de nombreux clichés de la construction du terre-plein de Fontvieille. Nous avons pu également voir que la jeune génération avait déjà acquis ce territoire et qu'elle n'était pas consciente du fait que ça avait été gagné sur la mer. Environ 300 documents sont répertoriés ici sur les 1000 mètres carrés d'exposition. Des documents d'archives, photographies, cartes postales d'époque, documents de travail, maquettes ou encore témoignages, mais aussi des commandes artistiques telles que les aquarelles de Laure Fissor, des documents qui retracent l'évolution de cette conquête sur l'eau des souverains monégasques. Tout cela est présenté, se mélange et je pense illustre parfaitement écoutez, le développement de Monaco avec à la fois une volonté urbanistique et toujours la création contemporaine à ses côtés. Du port Hercule, première zone aménagée par le prince Albert Ier au quartier Maréterra qui sera livré en 2025, en passant par l'emblématique quartier de Fontvieille qui a véritablement changé la vie quotidienne à Monaco en termes d'habitation, de travail mais aussi de divertissement. Conquête pacifique renouvelle le regard porté sur ces constructions essentielles pour le destin de la principauté que l'on s'est aujourd'hui entièrement approprié. Du prince Régnier III surnommé le prince bâtisseur à nos jours avec le projet Maréterra, l'anse du portier, voilà ce que nous dévoile donc Conquête pacifique, les extensions en mer à Monaco. Pour en parler plus en détail, nous sommes avec le commissaire de l'exposition. Bonsoir Björn Dahlström. Bonsoir Émilie Rousseau. J'imagine que cela a été à la fois surprenant et enrichissant de préparer cette exposition et de découvrir ce Monaco en perpétuel mouvement, ce Monaco qui gagne du terrain. Alors vous avez employé 2 mots qui sont tout à fait appropriés, surprenant et enrichissant. Surprenant parce que moi je ne suis pas d'ici, alors évidemment j'ai une idée de ce qu'est Monaco, de sa densité urbaine, des enjeux politiques, géographiques, géopolitiques. Et c'est vrai que quand la direction des affaires culturelles m'a sollicité il y a 2 ans à partir d'un fonds de photographie qui illustrait l'urbanisation du terre-plein de Fontvieille, est née progressivement l'idée, dans le cadre d'un échange avec la direction des affaires culturelles, de produire une exposition autour des extensions en mer à Monaco. Et ce qui m'a surpris et ce qui m'a fasciné, surtout en tant qu'étranger, c'est vraiment la spécificité de ces extensions qui sont très nombreuses sur un territoire restreint. Et surtout la vivacité de cette... Monaco est comme un peu un organisme vivant qui se déploie, mais pas au détriment d'un autre organisme. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce titre de conquête pacifique, un peu antinomique. C'est comment on se déploie sans forcément conquérir des espaces qui appartiendraient à d'autres, mais sur la mer, et quels sont les enjeux. En revanche, j'ai trouvé ça tout à fait fascinant, ce qu'il a fallu comme inventivité, imagination, ressources techniques pour pouvoir les mettre en œuvre. Oui, il y a aussi ce côté avant-gardiste de Monaco.
Bien entendu, il y a des tas d'exemples sur ces extensions qui ont été des premières, des prouesses techniques. Je pense à la digue flottante, hein, qui est tout à fait unique, extraordinaire à l'époque, des recherches qui ont été menées et qui ont pu être appliquées par ailleurs dans d'autres endroits dans le monde. Et ce qui fait de ces extensions, ce qui les rend d'autant plus extraordinaires, c'est qu'elles se font dans un contexte géographique qui est complexe, c'est-à-dire une montagne qui tombe à pic dans la mer, parfois des fonds très importants qu'il faut remblayer. On a mis quelques chiffres dans l'exposition pour qu'on se rende un petit peu compte de quoi on parle en termes de remblai, en termes de surface. J'ai forcément en tête l'exemple de Fontvieille, qui est tout à fait exceptionnel, de 22 hectares gagnés sur la mer et qui a modifié durablement la vie à Monaco. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plusieurs enjeux, à la fois urbains mais également géopolitiques ou écologiques, hein. Bien évidemment, alors l'aspect géopolitique, je pense qu'à la fois les princes, ce sont des chantiers de princes, c'est ce qu'on dit aussi dans l'exposition, une politique d'expansion qui a été menée depuis le Rocher par Albert Ier d'abord, puis Régnier III et aujourd'hui Albert II. Et ce sont des enjeux essentiels de survie. Et après, technologiques et environnementaux, je pense que tous ces projets successifs qui se sont déployés à un moment donné dans l'histoire où les enjeux peut-être environnementaux étaient moins essentiels, mais qui ont tout de même été envisagés et traités tant que faire se pouvait. On se rend compte aujourd'hui qu'au regard de toutes ces expériences passées, que là, les enjeux étaient très importants en termes de protection de l'environnement, ou en tout cas de minimiser au maximum l'impact de cette conquête pacifique, de cette extension en mer. Alors comment vous l'avez pensé, cette exposition? Comment vous avez voulu la mettre en valeur avec le scénographe Christophe Martin? Donnez-nous envie de venir la découvrir. Alors vous voyez derrière moi déjà des couleurs qui évoquent la mer. Il y a tout un camailleux de bleu qui évoque... On a choisi évidemment de traiter les extensions par géographie et aussi historiquement. Donc chaque section, il y a le Larvoto, Fontvieille, le port de la Condamine, l'Anse du Portier, avec des couleurs très acidulées, du jaune pour évoquer peut-être à la fois le soleil, mais aussi la terre, le sable, et puis un camailleux de bleu qui évoque chaque section, chaque parcelle de mer qui a été conquise. On a montré des images et une façon de voir Monaco qu'on ne voit pas souvent. Donc on voulait être très géographique, un peu comme un institut géographique. Il y a beaucoup d'images aériennes où on découvre, elles sont autour de moi, une graphie, ce sont presque des œuvres si vous voulez. Ce ne sont pas des images digitales aujourd'hui de Google Maps, hein, pas du tout. Ce sont des images aériennes à 90 degrés réalisées à la fin des années 60 et qui montrent, si vous voulez, la graphie. Il y a presque quelque chose on magnifie, si vous voulez, et c'est mon choix. C'est un choix qu'on a fait avec le scénographe, de rendre ça un peu merveilleux. Et tous ces projets ont réellement bouleversé le territoire monégasque. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour nous parler de Conquête Pacifique, les extensions en mer à Monaco, qui est à découvrir donc à la salle d'exposition du quai Antoine Ier jusqu'au 2 janvier 2022. Merci infiniment Björn Dahlström d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, très bonne soirée. Un mot à présent sur l'histoire de cette rencontre inattendue entre l'activiste australien Alec Tipoti et le prince Albert II, deux hommes qui partagent le même engagement pour la sauvegarde des océans. Eh bien, cette rencontre fait l'objet d'un documentaire. Il a été projeté en ouverture du Festival des Antipodes de Saint-Tropez. Christina Thomel et Lionel Bernardi y étaient. Après avoir visité l'exposition Badou Island et les secrets de The Big Kitty à la salle Jean Despas, le prince souverain s'est rendu place des Lys au cinéma La Renaissance, où a été projeté en avant-première ce documentaire auquel a participé le souverain. Proposé hors compétition dans le cadre du Festival des Antipodes, le film a donc fait l'ouverture. Alec et Albert, l'histoire de deux hommes que tout sépare mais aux convictions communes, partageant le même amour pour l'océan et la protection de l'environnement. Ce qui est assez fabuleux, c'est vraiment cette rencontre entre ces deux hommes qui est a priori atypique et leur communion, parce qu'ils ont tous les deux cet engagement auprès de la nature de manière différente. Ils ont aussi des points culturels que nous n'imaginerions pas. C'est assez aussi vraiment surprenant. C'est un film d'utilité publique. C'est un film qui, j'espère, va se retrouver dans tous les foyers. Et moi, j'ose croire qu'il va se retrouver à la télévision, à une heure d'écoute importante. On connaît l'utilité du cinéma, mais la télévision a un impact beaucoup plus fort auprès de la population.
Ce qu'a fait le prince est honorable, ce qu'a fait Alik est honorable aussi. C'est la rencontre de deux humanités. Ça donne beaucoup d'espoir en fait. Ça donne beaucoup d'espoir. Si tout le monde pouvait aborder ce sujet de l'environnement avec autant d'humilité, je pense qu'on avancerait beaucoup plus vite sur cette question. Bloqué en Australie à cause des restrictions sanitaires, l'artiste Alik Tipoti et l'équipe du film n'ont pu faire le déplacement pour cette avant-première. Mais Robert Calcagno, producteur délégué du film, présent lors de l'immersion du souverain dans la communauté des insulaires du détroit de Torres, a pu assister aux échanges entre les deux hommes et l'importance pour eux de réconcilier l'homme et la nature, comme dans cette petite île située au nord de l'Australie, où les hommes éprouvent un profond respect pour l'environnement qui les entoure. C'est le cas dans cette petite île de Badou où depuis des générations et des générations, les personnes vivent de l'océan, se nourrissent de la pêche, ramassent des coquillages, mais également préservent l'océan et font bien attention à ne pas pêcher trop de poissons pour que les poissons continuent à fréquenter les eaux de Badou Island. Et c'est donc cette relation entre l'homme et l'océan que le prince est allé étudier pendant ce séjour de 4 jours et demi sur l'île. Alik Indalbert sera présenté la semaine prochaine en première mondiale, cette fois au Festival de Brisbane. Voilà pour cette belle rencontre que retrace ce documentaire présenté à Saint-Tropez. Le reste de l'actualité, c'est avec vous, Julia Vial. Bonsoir Julia. De nouveaux ambassadeurs ont été accrédités en principauté. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Ce sont effectivement 4 ambassadeurs qui ont présenté ce matin leur lettre de créance au prince souverain. Le premier avait rendez-vous à 9h30. Il s'agissait de monsieur Olivier Rija Rajohnson, ambassadeur de la République de Madagascar. A suivi pour rencontrer le prince madame Liliane Massala, ambassadrice de la République gabonaise. À 11h30, c'était au tour de la Suisse, représentée par Roberto Balzaretti. Et pour finir, l'ambassadeur de Turquie, Refik Ali Onaner, a rencontré le prince aux alentours de 12h30. Jeudi prochain, 4 autres ambassadeurs se réuniront pour présenter eux aussi leur lettre de créance. Dans un tout autre domaine, l'INSEE a publié son observatoire mensuel concernant l'impact de la crise sanitaire. Que faut-il retenir, Julia? Rappelez-vous, le nombre de personnes contaminées avait beaucoup augmenté cet été en principauté. Cette hausse était en fait liée à la forte fréquentation touristique. À son pic, le taux d'incidence avait même atteint 302,5. Depuis, heureusement, il est en nette baisse à 36,5 au 30 septembre, ce qui a entraîné, pour notre plus grand plaisir, à compter du 12 octobre dernier, la suppression du port du masque dans les espaces extérieurs, sauf situation de présence importante du public. Concernant la stratégie de vaccination, au 3 octobre, 27 000 premières injections ont été administrées, alors que 24 000 personnes ont déjà reçu une seconde dose. Depuis le 12 octobre, là aussi, la 3e dose est ouverte aux plus de 65 ans, ainsi qu'aux professionnels de santé vaccinés depuis plus de 6 mois. Il y a eu ainsi, Émilie, 318 injections de 3e dose. Merci Julia pour toutes ces précisions. Nous l'avons déjà évoqué dernièrement sur notre antenne, le digital est à l'honneur actuellement aux assises de la cybersécurité. L'événement se déroule jusqu'à samedi au Grimaldi Forum et rassemble plusieurs entités et sociétés du secteur. Les évolutions liées au numérique sont notamment au cœur des discussions. Plus de détails dans ce reportage de Sandrine Nègre et Olivier Bonello. Elles sont devenues un rendez-vous incontournable. Depuis 2001, les assises de la cybersécurité rassemblent les experts de ce domaine. 150 ateliers et tables rondes permettent des rencontres et des échanges enrichissants. Pour cette 21e édition, plusieurs thèmes comme l'état des menaces dans le secteur, les leçons de la crise ou encore la géopolitique au cœur du cyber. Événement dans l'événement, Monaco Digital, partenaire de l'agence monégasque de sécurité numérique, a dévoilé sa nouvelle entité indépendante avec le contre-amiral Dominique Riban. Il s'agit de Monaco Cybersécurité. On voit qu'aujourd'hui, les cyberattaques évoluent constamment. On a des entreprises qui ont la nécessité de se faire accompagner, qui n'ont pas toujours des équipes opérationnelles. Et donc, il était indispensable pour nous de pouvoir compléter nos offres avec un volet beaucoup plus opérationnel qui va permettre de compléter le dispositif qui était déjà en place.
Assurer l'intégrité des données face à des cyberattaques est indispensable. Autre volet lié au digital, celui de Cohesionova, un acteur historique dans le développement digital monégasque. La structure est présente depuis bientôt 30 ans, puisqu'on va fêter cet anniversaire l'année prochaine, sur l'accompagnement des enjeux de transformation digitale et sécurité auprès d'une clientèle à la fois monégasque et PACA. Et donc ce sont des sujets qui ne sont pas nouveaux pour nos équipes, on les traite depuis donc de très nombreuses années, ce qui nous a permis de suivre aussi toutes les évolutions et de pouvoir se remettre en question régulièrement par rapport aux nouveaux enjeux que l'on a aujourd'hui avec notamment ces thématiques autour de la cybersécurité. L'innovation est donc bien toujours au cœur de ces assises qui se poursuivent jusqu'au 16 octobre, ici au Grimaldi Forum. Parlons basket à présent. La Roca Team nous aura fait vivre toutes les émotions mercredi soir en Euroleague, mais les hommes de Zvezdan Mitrovic se sont finalement inclinés sur le parquet du Real Madrid 94-86. Ils étaient pourtant si près de l'exploit. Le résumé de cette folle rencontre est signé Frédéric Elion. Monaco a failli faire le braquage parfait à Madrid, la ville où a été tournée la célèbre série La Casa de Papel. La Roca Team est passée proche de l'exploit et a failli renverser la vapeur et remporter un match qu'elle avait entamé de la pire des manières. Le premier quart-temps est un cauchemar, l'ASM rate complètement son début de match. Porté par Yabusele, le Real Madrid se détache rapidement 13-1. Les shooters madrilènes sont dans un fauteuil pour dégainer. En attaque, Monaco balbutie son basket et doit attendre 4 minutes 30 pour inscrire son premier panier dans le jeu grâce à Andouzic. Anga et Yabusele inscrivent 19 points dans un premier quart-temps que le Real remporte 30-12 en shootant à 100% de réussite à 2 points. En début de deuxième quart-temps, Vincent Poirier fait mal aux Monégasques. L'écart monte jusqu'à plus 25 en faveur des Madrilènes sur ce 3 points du vétéran Rudy Fernandez. Mike James se réveille avec 10 points en 4 minutes. Motoum contribue également. Monaco commence à faire des stops et le dernier panier de la première mi-temps est une illustration du retour aux affaires d'une Roca Team plus agressive. Donta Hall s'arrache au rebond et conclut au dunk, 51-39 pour le Real à la pause. Grâce à Alpha Diallo, l'écart repasse sous la barre des 10 points, mais Causeur plante 2 tirs à 3 points consécutifs. Débute alors le show Mike James, 24 points dont 14 dans ce troisième quart-temps, 10 passes décisives, 3 interceptions. Un shoot improbable du milieu de terrain, une passe parfaite pour Donta Hall qui vient conclure sur la truffe du pauvre Adam Anga pour un poster dunk bien violent. Sur ce tir au buzzer ultra difficile, Mike James ramène les siens à -7 à l'entame du dernier quart-temps. Monaco va alors prendre un gros coup de chaud à 3 points. Motje Jonas, Andouzic, Westerman, Will Thomas. L'ASM passe un 14-2 au Real et égalise à 81 partout avant de prendre la tête pour la première fois du match sur ce panier de Will Thomas. 11 points à 100% au tir à 3 minutes du buzzer. Yabusele égalise, puis Rudy Fernandez rentre un tir assassin à 3 points. Le Real négocie mieux la fin de match et s'en sort victoire 94-86. Quand on voit la globalité du match, on ne peut pas se permettre de commencer comme ça. On était mou. Voilà, c'est très difficile à expliquer. Je pense qu'on a réagi tard aussi, mais il y a une réaction. On a monté d'un cran en défense. En attaque, on était plus agressif, plus de rythme, plus de mouvement. Mais encore une fois, je pense que sans être rabat-joie, même si on passe devant contre Madrid, etc., on peut beaucoup mieux jouer, on peut gagner ce match, on a une équipe avec un potentiel, très beau potentiel, et il faut le concrétiser sur le terrain et dès les premières minutes. Yeah, definitely mixed emotion. I think we won 3 out of the 4 quarters, and usually if you do that in a game, you win. But tonight, yeah, we couldn't overcome, like you said, that we just had a bad start. I don't know if it was nerves or being in Madrid for the first time, big team, but I think we showed our true, I guess, fighting spirit in our last 3 quarters, and we were able to come back from 24 down and make it a game, and we also had a chance to win. So I think there's some positives to take from the game, and hopefully we can build on that. And there's not really any time to dwell because we have Barcelona in 2 days. Barcelona, Real, okay, like CSKA, I have some problems. Olympiacos this season, I think this is the best team in Europe. And okay.
let's come enjoy to see the best players in Europe. I think our friends, our fans, they really can enjoy in Monaco to welcoming the best players and best coaches in Europe. Et Monaco-Barcelone, c'est déjà demain soir à 19h à Gaston-Médecin. Oui, match que vous pourrez suivre en direct sur Monaco Info. Les joueurs de la Roca Team ont pu compter sur le soutien de supporters qui avaient fait le déplacement à Madrid. Une délégation monégasque était également présente en Espagne. Elle était notamment composée du directeur général du Monaco Economic Board, Guillaume Rose, du directeur du Stade Louis II, Sylvie Bertrand, ou de la voix du basket à Gaston-Médecin, Ferxel Fourgon. Tous ont été accueillis sur place par l'ambassadeur de Monaco en Espagne, Catherine Fautrier-Rousseau. Elle est au micro de Frédéric Elion. On a organisé, ça s'est fait un petit peu rapidement, mais c'est une très bonne chose que nous puissions recevoir ici une petite délégation de Monaco. Donc on a profité de cette occasion pour organiser une réunion économique avec le Monaco Economic Board, puisqu'on avait déjà fait avec cette entité un webinaire sur l'Espagne et Madrid. Donc c'était l'occasion de pouvoir réunir physiquement cette fois les personnes qui étaient organisatrices de cette réunion, et puis pour continuer à tisser des liens à la fois sur le plan économique, sportif et d'une manière générale pour augmenter les relations entre la Principauté de Monaco et l'Espagne. Puisqu'on le sait, la Principauté a des relations avec de nombreux pays, mais l'Espagne est aussi un partenaire privilégié, on va dire. Évidemment, c'est un pays méditerranéen, c'est un royaume, nous sommes une principauté, notre prince et le roi d'Espagne ont des relations privilégiées. Donc oui, il y a énormément d'amitié entre nos deux pays et le potentiel est énorme, donc il faut vraiment s'y intéresser de près. Nous retrouvons Julia Vial pour la suite de l'actualité sportive et du football. Julia, l'AS Monaco se déplace à Lyon à l'occasion de la 10e journée de championnat. Cette rencontre aura lieu ce samedi, Émilie, à 21h. Monaco, 6e du classement général, ira au Groupama Stadium sur la terre des Gones, en manque de forme, il faut le dire en ce moment. Le latéral droit, Ruben Aguilar, a d'ailleurs abordé ce match à l'occasion d'une conférence de presse face aux journalistes. Alors, cette rencontre est-elle le tournant de la saison? Nous l'écoutons. C'était pas le début de saison attendu, que ce soit pour Lyon, pour nous. Après un tournant de la saison, je ne sais pas, parce qu'on est quand même en octobre. Il reste beaucoup de matchs. Donc non, mais par contre, ça reste un match très important. On sait que contre Lyon, c'est toujours un peu spécial, certes, mais ça reste un match de foot, un très beau match de foot. C'est l'Olympique Lyonnais, c'est une grosse écurie qui fait partie des concurrents directs aussi pour jouer le haut de tableau. On change de ballon avec du rugby. Cette fois-ci, Julia, la Ligue nationale a dévoilé le programme de l'étape finale du Super Sevens 2021, événement qui aura lieu mi-novembre à la Paris Défense Arena. En ouverture de cette dernière étape de la saison, Monaco devra en découdre avec La Rochelle pour une place dans le dernier carré et ainsi assumer, Émilie, son statut de favori. Si les joueurs de la Principauté passent le piège Rochelais, leur billet pour la grande finale se jouera lors d'une rencontre face au Racing 92 ou à Biarritz. Rendez-vous donc, je vous le rappelle, le 13 novembre prochain à la Paris Défense Arena. Coup d'envoi de la rencontre entre Monaco et La Rochelle à 14h. Et nous suivrons cela de près. De la gymnastique pour finir avec l'Étoile de Monaco qui connaît ses adversaires en top 12 pour la saison prochaine. Effectivement, le tirage au sort a eu lieu cette semaine dans le cadre exceptionnel du siège de Paris 2024. Les gymnastes monégasques ont hérité de la poule 2 composée de Lille et de Monceau. La compétition de gymnastique artistique masculine débutera le 12 février prochain avec un déplacement à Monceau-les-Mines en Saône-et-Loire. Les gymnastes monégasques qui avaient terminé 5e de la saison dernière dans un contexte très particulier auront bien évidemment à cœur de retrouver le podium. Jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Quelle est la tendance pour la journée de demain, Julia ? Du beau temps, Émilie, du très beau temps même, avec un grand soleil attendu sur Monaco. Les températures seront comprises entre 12 et 18 degrés. Le soleil se couchera, lui, à 18h49. Et pour finir, pensez à souhaiter leur fête à toutes les Aurélies. Et demain, cela sera également la journée mondiale du lavage des mains, un geste qui a toujours toute son importance encore aujourd'hui. Ce journal est à présent terminé. On referme cette édition comme nous l'avons commencé avec l'exposition Conquête Pacifique, les extensions en mer à Monaco et les photos de Michael Alési. À demain pour une nouvelle édition. Passez une excellente soirée sur Monaco Info.